Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Nous sommes ponctuels comme jamais nous le sommes. Mais la pluie est là et donc vaut peut-être mieux que les éléments déchaînés commencent maintenant et qu'à la sortie, ce soit beaucoup plus calme. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. Nous remercions surtout Gabriel Cadier de venir une nouvelle fois au désert. Une nouvelle fois parce que Gabrielle est venue à de nombreuses reprises dans ces mercredis du musée, et même j'ajouterai que c'est elle la fondatrice des mercredis du musée. Elle est fondatrice parce qu'en 2011, le musée avait un siècle à ce moment-là, avait 100 ans, et nous avons donc ouvert la nouvelle entrée du musée que vous connaissez maintenant bien. Cette nouvelle entrée, elle était à l'été 2011 quasiment démeublée. Il n'y avait pas encore toutes les installations de la librairie. Et nous avions programmé donc une conférence, mais une seule conférence à la fin du mois d'août, sur la Marie Durand et les femmes. Et c'était le 24 août, on y reviendra sans doute sur le 24 août, sur Marie Durand et les prisonnières de la Tour de Constance. Cette soirée avait donc lieu dans le musée, mais j'allais dire un petit peu contraint et forcé, parce que déjà, il pleuvait. Et puis, Gabriel est revenu, je crois que c'était en 2018. Non, 2011. Non, mais ça, c'est en 2011 pour les prisonnières, pour Marie Durand. Puis tu es revenu en 2018 pour évoquer les femmes de Pasteur pendant la Première Guerre mondiale. Tu t'en souviens? Oui, donc, bien. C'est-à-dire que tout le monde avait oublié que les femmes de Pasteur avaient travaillé. Effectivement. Et cette soirée s'était déroulée déjà dans cette enceinte, ici, dans la bergerie, parce que ce soir-là, il pleuvait. Alors, je ne voudrais pas dire que Gabriel nous apporte la pluie. Si, parce que je suis née au Havre. Ah, alors, donc tout s'explique. Bref, nous lui sommes très reconnaissants de venir ici au désert. Elle a parlé également à 2 reprises, je crois, lors de l'assemblée annuelle, mais ces jours-là, on ne s'est pas réfugié dans un temple d'Anduze ou de Saint-Jean-du-Gard. Il ne pleuvait pas et on en est tout à fait reconnaissant. Voilà, donc nous sommes ici, nous la remercions vivement. Le thème de ce soir est un thème qui paraît un peu comme ça lointain par rapport au musée du désert. Je dois avouer que dans le courant de l'hiver, il faisait froid, le musée était fermé, donc il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien du tout. Et au mois de février, je crois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne dont je ne connais pas l'identité, ne s'est pas présentée, et qui m'a dit, mais au fait, 2022, c'est le centenaire de la mort de Jules Siegfried. Jules Siegfried, en réalité, nous le connaissons bien au musée. Nous le connaissons bien parce que vous qui connaissez bien le musée également, vous avez pu remarquer dans la salle de l'histoire du musée qu'il y a toujours un panneau. J'ai fait la photo simplement, le musée du désert, avec les membres fondateurs et les membres bienfaiteurs. Parmi les membres fondateurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, le baron Fernand de Schicler, le célèbre patron, entre guillemets, de la SHPF, la Société d'histoire du protestantisme français, le grand mécène de cette société, celui qui a acquis pour la société les locaux de la rue des Saints-Pères. Donc, le baron Fernand de Schicler était membre fondateur, alors pourtant qu'il était déjà mort quand même quand le musée a été inauguré en 1911, puisque je crois qu'il est mort en 1909, je crois, de mémoire. Mais néanmoins, on ne pouvait pas quand même le passer sous silence, et donc c'était lui le président de la Société d'histoire du protestantisme qui avait certainement donné l'impulsion pour l'ouverture, la création du musée du désert. Et puis il y a bien entendu Franck Piau, qui était le cofondateur avec Edmond Hugues du musée du désert, et un certain nombre de personnalités, au rang desquelles figure M. Jules Siegfried, ancien ministre, et Mme Siegfried. Donc, effectivement, Jules Siegfried et Mme Siegfried avaient toute leur place ici pour être évoqués dans le cadre de ces mercredis du musée. Alors, j'ajoute
que les membres fondateurs, pour être membre fondateur, il fallait se faire inscrire, c'est ce qui est indiqué en bas de l'affiche, pour un minimum de 500 francs. 500 francs de l'époque. 500 francs de l'époque, Gabriel? Oui, c'est 5 fois le salaire mensuel d'un instituteur. Les instituteurs, autour de 1900-1914, gagnaient 100 francs par mois. Alors, à titre de comparaison, une bicyclette neuve pour homme coûtait autour de 200 francs. Donc, c'est pour ça que l'instruction publique, dans sa grande générosité, conseillait vivement aux instituteurs d'épouser des institutrices et vice-versa, parce que si un instituteur gagnait 100 francs par mois, une institutrice gagnait beaucoup moins. Mais les deux pour réunis, le même travail, évidemment. Mais les deux réunis, ça faisait un petit salaire, effectivement. Mais difficile d'être membre fondateur, effectivement, lorsqu'on était instituteur. Mais 500 francs, alors si on se borne maintenant à des considérations beaucoup plus de comparaison de chiffres, comme ça, d'évaluation, ça équivaudrait à peu près à 2000 euros. Ça vous donne une idée, donc, simplement, pour être à votre tour membre bienfaiteur, membre fondateur du Musée du désert. Voilà, vous avez donc une idée. L'urne n'est pas loin, donc passera à tout à l'heure. Membre bienfaiteur, c'était que 100 euros. Alors, ça vous donne une idée également, vous divisez par 5 ce qui peut vous être demandé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que monsieur et madame Siegfried, Jules et Julie Siegfried, avaient donc bien leur place aujourd'hui à être évoqués. Et alors, à qui demander de prendre la parole? Le correspondant qui m'appelait, etc., m'a suggéré, m'a dit, mais après tout, Jules Siegfried a été maire du Havre, vous n'avez qu'à demander à son successeur. Ça me paraissait effectivement assez bien fondé. Après tout, le successeur pouvait effectivement venir. Il était assez libre à l'époque, enfin, bon, parce qu'il il n'était plus Premier ministre, donc il avait effectivement un peu de temps libre. Mais ça me paraissait un peu incongru de lui demander de venir jusqu'ici, du Havre à ici. Et donc, nous avons pensé plutôt qu'il serait bon de demander à Gabriel Cagney, parce que à côté de Jules Siegfried, il y a surtout peut-être Julie Siegfried. Et donc, je pense que maintenant, Gabriel va nous évoquer la personnalité de Jules et Julie Siegfried, qu'on ne peut pas dissocier. Voilà. Qui sont morts tous les deux en 1922. Alors, Julie est morte la première. Peut-être je suis trop loin du micro. Non, ça va? Bon. Non, faire comme ça. C'est ça? Donc Julie est morte la première, elle est morte le 28 mai 1922 et elle avait 74 ans. Et son mari Jules est mort 4 mois plus tard, le 29 septembre 1922. Il avait 85 ans. Et je fais une citation. « Le grand chêne qui n'avait pas semblé foudroyé a reçu ce jour-là, le jour de la mort de Julie, le choc qui devait laisser fuir la vieille sève. » Ça, c'est ce que disait le jour des obsèques de Jules, le pasteur Charles Bost, qui était le pasteur du Havre. Et le pasteur Charles Bost rappelait que ça a été, le couple de Jules et de Julie a été un couple exceptionnel. Il emploie même l'expression 53 années d'amour et de service. Et toujours lors des obsèques de Jules, on ne pouvait pas parler de l'un sans l'autre. Et lors des obsèques de Jules, eh bien, un ami disait « Leur union morale et intellectuelle dans l'intimité la plus absolue se scella par le besoin commun et impérieux de consacrer tous leurs efforts au progrès social et à tout ce qui pouvait contribuer au bien public. » Donc voilà, peut-être que si le maire du Havre avait fait une conférence à ma place, il aurait peut-être oublié un peu Julie. Et pourtant, ils sont absolument inséparables. Je vais commencer par évoquer la figure de Jules. Et on peut dire de lui qu'il est à la fois un héritier et un self-made man. Il est né à Mulhouse en 1837. Son père est négociant en coton
Et Jules arrête l'école à 13 ans. Et il va apprendre le métier sur le tas, dans la maison de commerce de la famille, et il va passer par tous les services, les uns après les autres. Il va faire des stages dans les 2 principaux ports cotonniers d'Europe, qui sont Le Havre et Liverpool. Et à 25 ans, il considère, on est en 1862, il considère qu'il possède bien le métier, mais en 1862, ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine guerre de sécession, qui a commencé en 1861, et qu'à cause de la guerre de sécession, le coton américain n'arrive plus en Europe. C'est ce qu'on appelle la famine du coton. Donc, Jules va partir pour les États-Unis. Alors, il part quand même, je vous rappelle, il a fini ses études à 13 ans. Donc, il part quand même avec une lettre de recommandation pour le président Lincoln, qui l'invite à dîner à la Maison-Blanche. Et là, aux États-Unis, il se rend compte que la guerre va être très longue et qu'il faut trouver du coton d'une autre façon qu'attendre la fin de la guerre. Donc, il part avec son frère pour les Indes et il va fonder aux Indes une maison de commerce de coton. Et il y reste plusieurs années à Bombay. Et en 1866, comme la guerre de sécession a fini l'année d'avant, eh bien, il va revenir en Europe avec son frère. Il a 30 ans, en 1867, et il entre déjà à la chambre de commerce du Havre, mais il va aussi à Mulhouse. Et je reviendrai sur ce qu'il a fait à Mulhouse quand il est passé comme ça entre les deux. Là, je vais parler plutôt du Havre. Donc, il entre à la chambre de commerce du Havre. Il devient conseiller municipal en 1870, premier adjoint, et ensuite, en 1878, il devient maire du Havre. En 1878, il est maire du Havre, mais avant, il était conseiller municipal. Et c'est à Mulhouse qu'il rencontre une des filles du pasteur, le pasteur Puaux, P-U-A-U-X, Puaux, François Puaux. Alors là, il la rencontre et c'est un coup de foudre. Elle était très belle, on dit qu'elle ressemblait à une madone. Je reviendrai tout à l'heure, ils ont eu 6 enfants. Et parmi leurs enfants, le plus connu est André Siegfried, qui a créé la science politique en France, qui a participé à la création de l'école des sciences politiques, qui est entré à l'Académie française, etc. Donc André Siegfried a écrit un petit opuscule sur la vie de ses parents, un petit opuscule qui s'intitule Mes souvenirs de la Troisième République, où il parle justement de son père et de sa mère. Mais le texte le plus savoureux, c'est la description du mariage de ses parents. Ce mariage, qui était d'inclination, ne servait en rien sa position sociale, son classement mondain dans la société mulhousienne. Je me demande même si sa mère, qui se faisait toujours appeler Madame Siegfried Bleck, n'eût pas préféré pour son fils quelque alliance patricienne. Le père Puaux, homme d'esprit, polémiste endiablé, orateur captivant, représentant authentiquement les plus séduisantes qualités méridionales, et aussi, avouons-le, quelques-uns des défauts des pays du soleil. Vous voyez, c'était déjà le Club Med. Hein. Donc, les défauts des pays du soleil. Il n'attachait que peu d'importance aux comptes bien tenus et à l'ordre matériel quotidien de l'existence. Sa fille, fort belle, au point qu'à cette époque on la compare toujours à une madone, avait hérité de lui ces dons brillants par lesquels le Midi s'oppose au Nord.
Elle était vive, intelligente, spirituelle. Elle écrivait à merveille. Elle était destinée à devenir par la suite une grande animatrice sociale, suscitant l'entrain et la vie partout où elle passait. Le 2 février 1869, Jules épousait à Alès, il l'épousait à Alès, où le mariage a été célébré par le pasteur de Copé, qui était le beau-frère il avait épousé une des sœurs de Julie. Et ce mariage faisait sensation. Le souvenir même, aujourd'hui, alors André Siegfried écrit ce petit opuscule, il l'écrit vers 1945-1950. Donc, il dit, le souvenir même, aujourd'hui, n'en est pas oublié. L'apparition de ce jeune marié, riche, disait-on, comme Crésus, et qui venait des Indes, prenait une allure légendaire. La paisible petite cité minière se sentait pénétrée des flux exotiques. Le contact inattendu de l'influence anglo-saxonne et des plus vieilles traditions méridionales produisait des effets imprévus. L'hôtel d'Alès, en fait d'installations sanitaires, était ce qu'on peut imaginer en 1869. Indigné de l'état de certains lieux, mon père, de sa poche, avait royalement payé au propriétaire une installation nouvelle comportant les derniers perfectionnements alors connus. Une enquête discrète m'a permis de constater sur place, il y a quelques années, que ce symbole expressif des contributions que peuvent échanger les deux France existait encore. Donc voilà le mariage de Jules et de Julie. Lors de ce mariage, donc en février 1869, lors de ce mariage, déjà, dans un commun accord, ils décident de consacrer l'argent de leurs cadeaux, l'argent qui leur avait été donné pour s'acheter des cadeaux, à créer un établissement pour former des servantes et pour recevoir des domestiques sans place. C'est-à-dire que là, déjà, on voit qu'un des soucis qui a été constant chez Julie, c'est la peur, peut-être elle l'avait vu localement, la peur qu'il arrive malheur à des jeunes filles innocentes évidemment, puisque venant de la campagne, et qui arrivaient en ville pour travailler. Donc il s'agissait de les protéger contre tous les dangers de la ville. Et donc déjà, créer un lieu où elles pouvaient trouver du travail, une sorte de bureau de placement, et puis un home, en attendant de trouver du travail, c'était une façon de les protéger. Et plusieurs fois, on verra que Julie s'est intéressée à ce sujet. Mais pour le moment, donc, ils s'installent tous les deux au Havre, et ça va être la première partie de leur vie, jusqu'à ce que, en 1885, Jules soit élu député et qu'il abandonne la mairie du Havre parce qu'évidemment on ne peut pas être à la fois maire d'une grande ville et député. Donc il a abandonné, mais il a abandonné son poste de maire, mais il n'a jamais renoncé à s'occuper et à s'intéresser au Havre. Alors, quand on étudie l'action de Jules Siegfried au Havre, on est frappé par l'influence qu'a eue la ville de Mulhouse et les réalisations à Mulhouse par des patrons paternalistes et philanthropes qui ont créé beaucoup d'œuvres en faveur de leurs ouvriers. Et un historien de Mulhouse écrit « La religion calviniste apparaît bien comme la clé de l'action patronale, l'inspiration des idées sociales, de la philanthropie paternaliste des industriels. » Ce qui est intéressant là, c'est que ce soit à Mulhouse ou bien par Jules Siegfried, c'est que leur foi
est tourné vers l'action. Et Jules Siegfried, toute sa vie a été tournée vers des actions concrètes. Tous les jours, le matin, avant le petit déjeuner, il y a un culte familial, et lors de ce culte, Jules lit toujours des passages du Nouveau Testament. Et ensuite, il fait une prière. Et son expression, d'abord il a sa devise c'est « vivre, c'est agir », et puis il pense aussi que l'homme doit être un ouvrier avec Dieu. Et il écrit « Nous devons travailler avec Dieu à l'amélioration des hommes et des choses ». Donc c'est un convaincu, et faire le bien, c'est le sens qu'il donne à sa vie. Et justement, ce qui a fait l'union profonde entre Jules et Julie, c'est qu'ils avaient tous les deux les mêmes sentiments. C'est pourquoi, quand on voit sa sincérité profonde et son désir d'agir, on ne peut pas accepter ce que prétendaient ses détracteurs, ses opposants politiques, qui pensaient, ce qu'on dit tout souvent pour d'ailleurs juger le paternalisme des patrons, c'est que faire ce type d'action sociale, c'était un moyen pour éviter qu'il y ait de trop grands changements, une révolution. C'était pour que les ouvriers ne se révoltent pas. Donc on ne peut pas accepter ces idées de ses détracteurs, parce que pour lui, il ne pensait pas que c'était pour pérenniser le pouvoir de la bourgeoisie. Pour lui, c'était l'essentiel de sa vie, le sens qu'il a voulu donner à sa vie. C'est un homme de progrès, c'est un républicain, et il va appliquer ses idées à la ville du Havre, malgré les oppositions politiques. Mais enfin, il a quand même opposition politique, mais il a quand même été constamment élu, sauf à un moment, parce qu'il était dreyfusard, et donc on n'allait pas réélire un dreyfusard. Alors son premier souci, évidemment, c'est de lutter contre la misère, et en 1877, il écrit un livre qui s'intitule « Quelques mots sur la misère, son histoire, ses causes, ses remèdes ». D'abord, il s'est vite rendu compte que l'assistance, que ce soit l'assistance publique ou privée, que l'assistance ne suffit pas, même si elle est indispensable. Ce qu'il faut, c'est essayer d'agir préventivement pour éviter que les hommes tombent dans la misère. Et pour lui, la première chose, première action, c'est l'instruction. Il faut agir en faveur de l'instruction. Et je vous disais tout à l'heure que quand il est passé à Mulhouse, entre les Indes et le Havre, avec son frère, ils se sont occupés de Mulhouse en créant une école industrielle et puis un cercle ouvrier. Bon, une école industrielle, on comprend ce que c'est. Et un cercle ouvrier, c'est un lieu dans lequel les ouvriers peuvent se retrouver. Et il y avait dedans, dans ce cercle, pour lequel il a versé 100 000 francs. Rappelez-vous, 100 000 francs, c'est énorme. C'est énorme, puisqu'on disait tout à l'heure à l'époque, même les instituteurs, à cette époque-là, ne gagnaient pas encore les 100 francs par mois. C'est compliqué, on ne peut pas dire vraiment, parce que à cette époque, excusez, c'est une parenthèse, les instituteurs, ils avaient un fixe qui était donné par la mairie, mais ils avaient un supplément donné par les parents selon qu'ils apprenaient à lire et à écrire, à compter. Et plus l'instituteur enseignait, plus les parents lui donnaient. Donc c'est difficile de dire exactement combien pouvait gagner un instituteur dans ces années 1865, 10, etc. Donc, lui et son frère, ils ont versé 100 000 francs pour créer un cercle ouvrier
qui comprenait une société de musique, des chorales, des sociétés de gymnastique. On pouvait avoir aussi écouté des conférences. Il s'agissait et il a fait un cercle comparable au Havre qui s'appelait le cercle Franklin. C'était destiné à occuper intelligemment les ouvriers de manière qu'évidemment ils ne courent pas au bistrot voisin. La lutte contre l'alcoolisme a été aussi au Havre une préoccupation de Jules Siegfried. Parce qu'il faut voir qu'à cette époque, que ce soit en Normandie, au Havre, ou que ce soit en Bretagne, dans les ports bretons, une partie du salaire était versée en jetons ou en tickets, c'est-à-dire des tickets et des jetons qui étaient honorés dans les bars. Donc, comment lutter contre l'alcoolisme quand ça se passait comme ça officiellement, que le partie du salaire était en alcool? Donc, il a essayé de lutter là contre, mais le gros problème, c'était qu'il fallait lutter contre des habitudes, voilà. Et donc l'action de Jules Siegfried au Havre a commencé par l'instruction, et pendant le temps où il a été conseiller municipal et maire, il a créé au Havre 30 écoles primaires. Il les a fait construire, et ces 30 écoles primaires laïques. Et c'était des écoles de garçons et des écoles de filles. Et non seulement il s'occupait de la construction des écoles, mais il s'occupait de trouver des instituteurs, de leur qualité, des programmes, et il s'occupait aussi de la santé des élèves, de l'hygiène, de leur vaccination, etc. C'était pour lui le premier point. Et puis, bon, voilà, il s'occupait du recrutement. Bref, en même temps, il a créé un cercle pour les instituteurs, pour qu'ils se retrouvent entre eux, discutent. Tout ça, c'était avant Jules Ferry. Il a multiplié les écoles publiques, les bibliothèques. Il a créé pour les filles une école primaire supérieure et aussi le premier lycée de filles de France, au Havre. Et puis des cours aussi du soir pour les adultes. Donc, dans ces réalisations, l'instruction vient en premier. Et il avait aussi, ce que je peux remarquer quand même, c'est qu'il a toute sa vie, et Julie aussi, lutté contre l'alcoolisme, et bien qu'il ait tellement d'opposition contre lui, il a toujours été réélu maire du Havre. Dans cette même perspective urbaine, Jules Siegfried s'est passionné pour l'hygiène. Et il s'est lancé, il avait été frappé, étant maire du Havre, de voir qu'il y avait une mortalité importante. Et comment lutter contre la mortalité? Eh bien, c'est de lutter grâce à l'hygiène. Parce qu'à cette époque, dans les années, quand Jules va devenir maire du Havre, 1878-1880, il y a tant de maladies qu'on ne sait pas soigner. Et donc la grande idée, c'est, puisqu'on ne peut pas les soigner, essayons de les éviter. Et comment les éviter? Par l'hygiène. Donc Jules Siegfried s'est beaucoup occupé de cela. Et quand il a commencé une politique d'assainissement de la ville du Havre. Donc, eh bien, quand il perd la mairie, en 1886, son successeur abandonne cette politique d'assainissement de la ville. Les maladies vont continuer, les épidémies. Et comment est-ce que les Havrais justifient ça? On se croirait aujourd'hui, c'est la faute des étrangers. Ce sont les étrangers qui apportent les maladies. Donc, Jules Siegfried a créé plusieurs dispensaires, il a créé un hôpital, il a multiplié les bains-douches, et il a créé, quand il est maire du Havre, en 1879, il crée le premier bureau municipal d'hygiène en France.
Quand il va devenir ministre, député ministre, il va toujours s'intéresser à ces questions d'hygiène et il va, quand il est député, oui, ministre, il va essayer de lutter contre le manque d'hygiène. Voilà. Et il crée au Havre un organisme, tout ça pour que ça aille mieux. Voilà, excusez-moi. Après l'instruction, après l'hygiène, le troisième point de sa trilogie, si je peux dire, c'est le logement. Parce qu'il se rend compte que le logement, le manque de logement, l'accumulation, les taudis, tout ça, il faut lutter contre et essayer d'améliorer le logement social. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique dans son livre sur la misère et les remèdes. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé aussi au logement? C'est parce que c'était un homme de Mulhouse et que les premières cités ouvrières en France ont été construites à Mulhouse. Donc, il a essayé de faire comme à Mulhouse, c'est-à-dire de créer une société privée, une association de gens qui étaient intéressés par ce problème du logement ouvrier et qui participaient à cette société pour créer des maisons ouvrières. Et cette première société, il l'a créée au Havre, ça n'est pas allé très loin. Mais c'est important parce que il s'est rendu compte que s'il s'appuyait seulement sur l'initiative privée, ça n'irait pas très loin, comme ça a été au Havre, où ce sont essentiellement des négociants protestants, comme les De Coninck, les Monod, etc., qui avaient souscrit à cette société pour les logements bon marché. Mais donc, il s'est rendu compte, en étant député puis ministre, qu'il fallait faire intervenir les pouvoirs publics. Alors, quand il était, peu de temps après, il était ministre, ministre du Commerce en 1892. Et en 1894, il a fait voter la première loi sur les habitations bon marché, qui s'appelle la loi Siegfried. Et l'intérêt de cette loi, sur laquelle on s'appuie toujours, c'est l'intervention des pouvoirs publics dans le logement social. Alors bien sûr, ça change selon les époques. Tantôt, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui s'en occupe. Tantôt, ce sont les municipalités. Mais tantôt, c'est par des dégrèvements fiscaux. Mais c'est la loi Siegfried qui est toujours à la base. Donc c'est une nouveauté parce qu'on est à la fin du XIXe siècle et qu'on n'est pas dans une époque où l'État est interventionniste. Toute l'économie repose sur du capital privé, évidemment. Enfin, bien sûr, on devrait pouvoir trouver quelques sociétés d'État, mais bon, on en reparlera. Jules Siegfried, toujours dans son intérêt pour l'instruction, a fait partie de ceux qui ont initié l'école alsacienne, une école laïque avec une pédagogie nouvelle, et il devient même administrateur de l'école alsacienne. Alors, je voulais signaler que l'école alsacienne, en 1905, admet les filles, au départ il n'y a que des garçons, elle admet les filles à partir de 1905, d'abord dans le primaire, et puis ensuite ça sera ce qu'on appelle la coéducation, garçons et filles ensemble. Jules Siegfried est aussi à l'origine du musée social. Alors le musée social, bon, il est à l'initiative avec un ami qui est le comte de Chambrun, donc on a un catholique, un protestant, et ils ont tous les deux le même but, qui est de soulager les misères du prochain. Mais pour soulager ces misères, toujours la même idée, eh bien, il faut les connaître, les étudier, et le musée social sert justement à ça. C'est un lieu où gratuitement le public peut trouver une bibliothèque,
des salles de travail, des salles de réunion. Tout était gratuit. Et c'est là aussi, dans ce musée social, que se réunissait, ce dont je reparlerai tout à l'heure, le Conseil national des femmes françaises, qui a été créé en 1901, et la première présidente du Conseil national des femmes françaises, qui est une branche du Conseil international des femmes, c'est Sarah Monod. Alors, bon, puisque j'ai commencé à parler de Sarah, il s'est trouvé que Sarah Monod, la ville de Paris vient de lui offrir une place Sarah Monod, qui se trouve dans le 12e arrondissement, qui se trouve pas loin des Diaconesses, parce que Sarah Monod, entre autres, a été la directrice laïque des Diaconesses pendant une trentaine d'années. Et donc, une place lui est dédiée. Et elle est surtout, en même temps, la première présidente du Conseil national des femmes françaises, qui est la première organisation féminine et féministe de France, et qui reste jusqu'à l'entre-deux-guerres la première association féministe. Alors, Julie a créé, elle, au sein du musée social, elle a créé une section féminine, mais elle n'a pas voulu en être la présidente parce que déjà son mari présidait le musée social, alors elle n'a pas voulu, mais elle a été évidemment l'animatrice de cette section féminine. Voilà donc l'action de Jules, à la fois au Havre et à Paris, comme députée et ministre. Alors Julie au Havre. Julie au Havre, d'abord, elle a eu 6 enfants. Elle a eu une fille et 5 garçons, et elle a perdu sa fille et un autre enfant dans bas âge. Et donc elle a perdu 2 enfants, et elle a perdu un fils en 1918 à la guerre de 14, à la Première Guerre mondiale. Donc, parmi ses enfants, le plus connu, évidemment, c'est André, dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand, à Paris, c'est perturbant quand même, hein. La colère du ciel me perturbe beaucoup. Le thème l'inspire, le ciel. Oui. Donc, Julie a eu 2 obsèques. Elle a eu des obsèques à Paris, à l'Oratoire, par le pasteur Wilfred Monod, et puis au Havre, par le pasteur Charles Bost. Alors, à Paris, à l'Oratoire, Wilfred Monod dit, au sujet de l'action de Julie au Havre, elle avait transformé sa maison en bureau de bienfaisance, considérant, comme son mari, que leur fortune était un dépôt mis par Dieu entre leurs mains. Et quelquefois, ils disent, mais notre fortune, c'est un moyen. Ce n'est pas, ils n'accumulent pas pour eux. Mais au-delà de cette notion de bienfaisance, tous les deux, ils étaient convaincus, bien sûr, que la charité, ce n'est qu'un palliatif, qu'on peut secourir des misères ponctuelles, mais que ce n'est pas ça qui transformera la société. Et ils ont tout à fait conscience qu'il faut des réformes profondes, des institutions nouvelles, des lois. Et ils en ont eu conscience très tôt, ce qui fait qu'ils ont soutenu l'école de Nîmes, c'est-à-dire l'école de Charles Gide, c'est-à-dire l'école qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. Et Julie, d'ailleurs, a été membre du comité directeur de ce qui s'appelait, du bras armé de cette école de Nîmes, qui était l'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales. Je ne vous donne pas le sigle parce que c'est compliqué. L'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales,
elle devient, elle, membre du comité directeur de 1910 à 1900, à la guerre, disons. Les Siegfried, évidemment, étaient tout à fait partisans, ils étaient tout à fait impliqués dans ce qu'on a appelé aussi le christianisme social, avec les pasteurs Tommy Fallow, Wilfred Monod, Élie Gounel, Henri Nick, etc. Donc, tout à fait dans cette mouvance. Alors, Julie avait au Havre, oui, Wilfred Monod a dit elle avait transformé sa maison en bureau de bienfaisance. Bon, bien sûr, elle soutenait toujours l'action de son mari, mais une fois à Paris, elle va donner une beaucoup plus grande ampleur à ses actions. On a vu tout à l'heure qu'un de ses premiers gestes, ça avait été d'employer l'argent des cadeaux de mariage pour créer une œuvre de protection des jeunes filles. Eh bien, ça a été très souvent dans sa vie qu'elle en a créé des homes, des foyers, des cercles féminins, des foyers des étudiantes, etc. Des foyers des demoiselles de magasin, vous voyez, les étudiantes, demoiselles de magasin, etc. Et dans ces homes, ces foyers, ces jeunes femmes pouvaient trouver quelquefois même des repas, mais aussi des bibliothèques, des lieux de réunion, etc. Maintenant, je vais évoquer une autre dame qui est complètement oubliée, inconnue, qui s'appelle Marguerite Corne. Bon, Marguerite Corne. Marguerite Corne est une demoiselle des PTT. Elle est entrée au PTT à 16 ans, et elle y a fait toute sa carrière. Elle a fini comme principale de la caisse d'épargne. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est intéressante, c'est parce qu'elle était protestante, alsacienne, qu'elle s'est liée à Julie Siegfried et qu'ensemble, elles ont justement fait prospérer ces homes. Et parmi ces homes, il y avait celui des demoiselles des postes, des dames des PTT, pardon, des dames des PTT. Il y a aussi autre chose, une autre organisation auquel les deux ont participé, c'est l'œuvre des villégiatures féminines pour que les ouvrières qui le pouvaient, ou les demoiselles de magasin, ou qui puissent prendre des vacances à un coût très raisonnable. Alors, Marguerite Corne a commencé en louant 3 chambres, et puis, quand on arrive dans les années 20, l'œuvre des villégiatures féminines possède une 20aine de maisons. Mais il faut bien voir que tout ça, Julie est très souvent derrière, puisque sa fortune, c'est un moyen. Donc, je reviens sur Marguerite Corne, qui, en plus, a collaboré à la création de l'école de service social avec le pasteur Doumergue. Elle a été au comité de rédaction de Foi et Vie. Elle a été, avant la guerre de 14, décorée de la Légion d'honneur, chevalier, et dans les années 30, officière. Donc Julie s'est appuyée sur cette dame pour créer des foyers, etc. Quand elle est à Paris, quand elle arrive à Paris, Julie Siegfried va aussi prendre la succession d'Élise de Pressensé. Élise de Pressensé avait créé une œuvre qui est devenue très importante au lendemain de la Commune. Au lendemain de la Commune, vous savez, il y a eu tellement d'ouvriers qui ont été assassinés, qui ont été morts, fusillés, etc., qu'il y avait beaucoup de femmes, d'ouvriers qui n'avaient pas de travail. Donc, Élise de Pressensé a commencé en créant un ouvroir pour ces femmes, pour leur donner du travail. Et puis après, ces femmes avaient des enfants, donc elle a créé des écoles, des salles d'asile pour les petits, c'est-à-dire l'ancêtre des écoles maternelles. Elle a créé un dispensaire parce que ces femmes étaient malades. Ah oui, mais elles pouvaient aller à l'hôpital. Mais que faire des enfants pendant ce temps-là? On va créer des homes d'enfants pendant que les mères, etc. Vous voyez, tout ça, ça s'ajoute. Et puis,
Mais les enfants, ça leur ferait tellement bien, ces petits Parisiens, s'ils allaient à la campagne. Et c'est Élise de Pressensé, l'œuvre déjà chaussée au Maine, qui a créé les premières colonies de vacances. Donc Julie prend la suite d'Élise de Pressensé. Et puis, en janvier 1913, à la mort de Sarah Monod, qui est morte en décembre 1912, à sa mort, elle devient à son tour présidente du Conseil national des femmes françaises et vice-présidente du Conseil international des femmes. Mais quand elle devient présidente du Conseil national des femmes françaises, elle poursuit la campagne qui avait été commencée pour réclamer le droit de vote des femmes. Et évidemment, à la Chambre des députés, parmi les soutiens les plus forts, la plupart des députés protestants, Jules Siegfried évidemment, et Ferdinand Buisson, qui est le rapporteur de la loi sur le vote des femmes, mais on sait que les sénateurs, même quand la Chambre votait le droit de vote des femmes, les sénateurs ne l'ont jamais accepté. Pendant la guerre de 14, Julie a créé plusieurs œuvres, évidemment. Bien sûr, d'abord en faveur des Alsaciens lorrains qui étaient déplacés. Et puis, elle a créé un bureau de placement pour les femmes qui n'avaient pas de travail. Et puis, elle a créé quelque chose qui a été très, très important, un office de renseignement pour les familles dispersées, en liaison avec la Suisse d'ailleurs, des gens qui n'avaient plus de nouvelles de leur famille. Et elle a cet office, contribué à retrouver les gens. Donc, c'est tout naturellement, après tout ce qu'elle avait fait, qu'en 1919, elle a été décorée de la Légion d'honneur à Mulhouse. Mais qui a décoré Julie? Est-ce Millerand, Alexandre Millerand, futur président de la République, qui était le commissaire de la République pour l'Alsace, ou est-ce Marguerite Corne? Voilà la question. Et moi, je vais répondre les deux. Les deux. Parce que si je réponds les deux, évidemment que l'idée de décorer Julie est sans doute le discours. L'idée et le discours ont été l'œuvre de Millerand. Mais qui a donné la croix, posé la croix de Julie? Je me demande si ce n'est pas Marguerite Corne. Bon, alors pourquoi je pense à ça? C'est qu'en 1873, Adolphe Thiers, à l'époque président de la République, est allé au Havre pour décorer Jules Siegfried, qui était à l'époque premier adjoint, pour le décorer de la Légion d'honneur. Et toute la journée, il a visité le Havre, il s'est promené, il a oublié qu'il devait décorer Jules. Et Jules, il attendait, évidemment. Et puis, à la fin de la journée, en visitant un aquarium, Thiers s'est souvenu, waouh, il faut que je décore Jules Siegfried. Alors, là, dans l'aquarium, à côté de l'aquarium, il sort de sa poche la croix, et puis il dit, voilà, je décore la Légion d'honneur, etc. Mais Jules, ça ne lui a pas plu du tout, il a pris la croix, il l'a mise dans sa poche. Alors, Adolphe Thiers, qui était futé, lui a dit, je vois que vous n'acceptez pas la croix de ma main, mais peut-être est-ce que Madame Siegfried pourra vous décorer. De sa main, vous l'accepterez. Et c'est ainsi que Julie a décoré Jules. Donc, je me demande si ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai trouvé, selon les sources, Marguerite Corne ou Alexandre Millerand. Donc, je réponds les deux. Alors, je vous disais tout à l'heure que le plus connu des Siegfried, aujourd'hui, ce n'est ni Jules ni Julie. Bon, bien sûr, dans la région du Havre, vous avez un lycée Jules Siegfried, vous avez un EHPAD Julie Siegfried, elle pourrait avoir mieux. Bon, pourquoi pas une place, quand même, comme Sarah Monod à Paris, quand même. Donc, le plus connu, c'est André.
et qui a écrit un livre passionnant, donc Mes souvenirs de la Troisième République. Et dans ses souvenirs, il raconte l'histoire de son père, tout ce que son père a fait. Et à la fin de son livre, de ce petit livre, il revient sur sa mère, sur le rôle qu'elle a joué dans leur vie commune. Et comme j'ai commencé en vous parlant de leur couple, de leur union, eh bien, je voudrais terminer de la même façon, mais cette fois-ci pas avec un pasteur, mais avec leur fils. Pour compléter ce commentaire, et bien que je me sois constamment attachée à ne pas donner à ce portrait un caractère trop intime, il me paraît impossible de ne pas souligner... Excusez-moi, il faut que je lise bien. Il me paraît impossible de ne pas souligner ici l'influence exercée par ma mère. Formée comme lui, et plus que lui, par la morale protestante, profondément croyante, elle s'associait pleinement, presque avec passion, à son désir de servir socialement. Son patriotisme était ardent, sa conviction républicaine totale. Elle n'avait pas congénitalement le goût ni le tempérament de l'action. À l'exemple de mon père, elle s'y força, mais elle fut pour lui bien plus qu'une collaboratrice. Femme de grande culture, constamment préoccupée de l'aspect intellectuel et spirituel, douée d'une intense vie intérieure, en même temps que d'un jugement d'une rare sûreté, elle fut toujours pour son mari, et de façon croissante, un conseiller sûr et surtout un appui moral, qui jamais ne lui manqua. Les historiens de la Troisième République ont souvent évoqué la solitude presque tragique de quelques-uns de ces plus grands hommes d'État, privés, par leur faute sans doute, du refuge d'un foyer. Ni un Clémenceau, ni un Gambetta n'en bénéficièrent, mais que connut Jules Ferry. Jules Ferry avait épousé une jeune fille protestante de Mulhouse. Et Madame Jules Ferry était une amie de Julie. Donc, ce privilège d'avoir un foyer dont ne bénéficièrent ni un Gambetta ni un Clémenceau, mais que connut Jules Ferry, Jules Siegfried le posséda pleinement, et c'est sans doute un des secrets de sa belle confiance, de son invincible sérénité. Voilà, merci.